Zigzag Café du vendredi, bonjour à tous, bonjour aussi à ceux qui nous écoutent à l'autre bout de la planète via TV5. Et la planète, elle va être mise à contribution aujourd'hui puisque nous allons partir à l'autre bout du monde justement. Nous allons partir pour le Népal. J'en profite rapidement pour vous présenter quelques-uns de nos invités. D'abord Sylvia Lafranchi, mais c'est une appellation désormais dépassée, c'est Sylvia Lafranchi Pittet, puisque depuis quelques semaines elle a convolé en juste noces avec son voisin de palier ici présent. Je veux parler de Daniel Pittet. Ils se sont rencontrés au Népal, ils se sont mariés à Locarno et c'est une longue histoire que je vais vous raconter, que nous allons d'ailleurs raconter tous ensemble. À côté de nous aussi, Michel Gremaud, il a été l'invité de Zigzag pendant une semaine, mais c'est pour une autre raison, c'est simplement que c'est d'une certaine manière grâce à vous et au bouquin que vous avez fait ensemble que j'ai découvert l'existence de Daniel à Katmandou. Et puis Jo Bochu, c'est un des beaux-frères, mais il y en a beaucoup, c'est une grande famille, vous verrez, il y en a même qui chantent à 4 ans. C'est pas mal. Voilà, pour l'instant, nous partons tout de suite, si vous le voulez bien, pour le Népal, pour Katmandou d'abord, et surtout pour cette petite ferme de Gamcha où ils travaillent désormais à une forme d'exploitation assez particulière. Mais regardez d'abord ces images, elles vous rappellent sans doute quelque chose. C'est un lieu qui se nomme Pashupatinath, et c'est l'endroit où ont lieu les crémations rituelles. C'est là où les souverains, le roi et la reine du Népal récemment assassinés, ont été l'objet d'une crémation. Et là, ce sont des crémations qui ont lieu quasiment quotidiennement. Et puis, lorsqu'on s'éloigne un tout petit peu, d'une vingtaine de kilomètres, on trouve une espèce de sérénité due à la chaîne des Himalayas, bien sûr, sérénité due aussi à un rythme de vie très différent. On est à la campagne, dans une campagne relativement riche, verdoyante. On est pourtant à 1200 mètres d'altitude, mais il y pousse passablement de choses. Simplement, la terre, bien que riche, mériterait d'être exploitée un peu différemment. Et voyez ces légumes. Chez nous, on dirait que c'est du chenille, n'est-ce pas? Mais en fait, ce sont des légumes qui sont plantés de telle manière qu'on n'ait pas besoin d'insecticides pour les protéger, ni de pesticides. Ils se protègent les uns les autres. Puisque c'est biologique, puisque les cultures se font de manière biologique, ils ont plus de problèmes de contrôle d'insectes quand même, évidemment. Et puis qu'ils n'ont pas le droit de mettre des pesticides et des fertilisants chimiques. Donc c'est plus difficile de faire rendre cette terre idyle. Il faut toujours rajouter des fertilisants organiques. Ce qui veut dire qu'ils préféreraient travailler dans une autre ferme? De son point de vue, c'est clair, il trouve que le boulot est un peu plus dur. Et en même temps, ici, ils gagnent d'une autre manière. C'est-à-dire, ils partagent le bénéfice de toute la ferme de l'ONG en soi. Donc, c'est pour ça qu'ils restent quand même ici. Alors, la ferme, c'est en fait une très belle bâtisse qui a l'air un peu vénitien, bien qu'elle soit tout à fait népalaise. Elle semble grande de l'extérieur, elle était assez petite de l'intérieur. Et puis, lorsqu'on se met, sinon au balcon, du moins à la fenêtre, de l'autre côté de cette belle façade un peu à l'européenne, on donne sur la cour, on donne sur le poulailler, on donne sur la petite étable, et on donne sur cette espèce de petit enclos au milieu duquel évolue ce petit personnage rouge qui se prénomme Babou. Et Babou, ça n'est pas n'importe qui, puisque à 2 ans et des poussières, il va très prochainement, il a désormais visité la Suisse. Il était présent au mariage de Daniel et de Sylvia. Et on va l'avoir un petit peu comme un fil rouge, ce Babou, parce que c'est un petit peu un coup de cœur. Ça l'a été pour vous, j'espère que ça le sera pour nous aussi. Parlez-nous un peu de Babou et de leurs parents, Ram et Sushila. Alors... Ram et Sushila ont une histoire assez particulière parce qu'il faut se mettre dans le contexte du Népal où la religion majoritaire est l'hindouisme et l'hindouisme fonctionne encore avec un système de castes de différents niveaux et en principe les mariages se font à l'intérieur d'une même caste arrangés par les familles des deux jeunes gens et c'est tout à fait exceptionnel qu'un mariage se fasse intercaste, c'est-à-dire d'une caste à l'autre. Encore plus exceptionnel si ça se fait sans l'accord des parents. Et c'est le cas de Ram et Sushila.
Ils se sont rencontrés à Katmandou. Ils sont tous les deux originaires d'une région qui n'est pas Katmandou. Ram vient du sud, Sushila vient des montagnes. Ils étaient à Katmandou pour travailler. Ils sont tout simplement tombés amoureux, comme nous. Et ils ont bravé les règles. Et ils ont bravé les règles, c'est-à-dire qu'ils se sont mariés contre l'avis des deux familles. Et plus que ça a même provoqué la rupture totale de leur relation avec leur propre famille, en tout cas pour un certain temps. C'est seulement cette année, après 3 mois de mariage, en fait, qu'on a eu la chance d'assister aux retrouvailles. Sushila est retournée dans son village où elle a pu, après 3 ans, retrouver sa famille. Et Ram a pu être accepté dans la famille de Sushila. Si je vous demandais d'en parler, on les reverra un peu plus loin, mais c'est quand même pour situer qu'on est dans une culture, une civilisation qui n'est pas tout à fait celle de l'Inde, c'est un pays différent, mais enfin avec des castes. Et puis puisqu'on parlait de mariage, et avant de reparler du travail à la ferme, le vôtre, au fait, non pas votre mariage, mais votre rencontre, vous aussi c'était à Katmandou? Ouais. Ouais. Comment c'est passé? À peu près par hasard. C'était une personne qui nous connaissait les deux qui nous a mis en contact. Moi, j'étais en fait sur le point de partir, de quitter le pays. J'avais fini mon dernier contrat, alors que j'ai rencontré Daniel. Et puis, donc, du coup, je ne suis plus repartie. Alors vous faisiez quoi jusque-là, dans ce dernier contrat, de quel domaine? J'avais commencé avec un travail de diplôme en écologie, en plante médicinale de la forêt. Et puis après, j'ai travaillé avec une ONG, avec Helvetas, une organisation non gouvernementale. Et à la suite, après, avec une compagnie privée. Voilà. Toujours dans le domaine des plantes médicinales. Et tout à coup, vous voilà à la tête de cette ferme qui travaille quasiment en coopérative. On ne sait pas si on peut appeler ça comme ça. On va voir des images de ce travail et essayer d'expliquer ce que vous y faites, comment ça se passe. On est arrivé à la ferme de nouveau un peu par hasard. C'est ces connexions qui nous ont emmenés. On a découvert qu'il y avait cette ferme qui avait eu autrefois un projet financé par l'étranger et qui avait foiré simplement. D'une manière un peu triste, du moment où les financements se sont arrêtés, plus rien n'a continué. Il n'y avait plus que quelques paysans qui survivaient à peine. Ils étaient terriblement exploités. Et nous, on avait envie de sortir de la ville, de se retrouver un peu dans un endroit plus tranquille, en campagne. Et du coup, moi, j'avais plus de travail, donc j'ai voulu essayer de relancer ce projet. Et là, par exemple, on vous voit en discussion, chaque décision se discute, on est en démocratie agricole ou quoi? Comment ça se passe? Ouais, l'idée, c'était d'un côté de créer une espèce de coopérative, donc le partage des revenus, et de donner plus de dignité à ces gens qui étaient vraiment exploités avant, donc de les faire participer aux décisions. Et puis en même temps de relancer la production biologique dans un pays qui travaillait comme ça jusqu'à il y a une trentaine d'années. Et puis dans les derniers 30 ans, il y a eu on a amené beaucoup de pesticides et de fertilisants chimiques qui ont fait beaucoup de dégâts dans le pays. Encore aujourd'hui, on trouve des substances très fortement poisons, qui sont interdites chez nous depuis longtemps. Et le gros problème, c'est que les gens ne savent pas comment les doser. Donc il y a un sérieux problème d'empoisonnement des légumes. C'était un double travail. D'un côté, la production biologique, et de l'autre côté, l'envie de donner à ces gens le projet, vraiment le mettre dans leurs mains. Et voilà d'ailleurs les produits. Alors on a vu que les légumes, que les plantes sont un petit peu mélangés sur le terrain et ça n'est pas l'effet du hasard, c'est une volonté. Oui, c'est une des techniques qu'on utilise. Donc le fait de mélanger des plantes, typiquement on regarde 4 aspects, la couleur, et puis la forme des feuilles, des grandes et des petites, la hauteur par rapport au sol, et puis les odeurs. Donc il y a des plantes qui sont très fortes, comme le fenouil, l'ail, qui sont plantées entre tous les autres. Et tout ça, ça déstabilise les parasites, les larves. Ça ne permet pas aux parasites de vraiment s'établir dans les cultures. Et tout ça, vous l'avez appris sur place ou vous le saviez avant de partir? Non, je l'ai appris sur place. J'ai énormément appris sur place. Je ne travaillais pas du tout dans le domaine de l'agriculture. Et c'est drôle parce qu'en fait, les gens, ils pensent que je suis venue et que j'ai donné un coup de main, que je leur ai appris beaucoup de choses. Puis en réalité, c'est le contraire. Moi, j'ai énormément appris d'eux. Alors, il y a les paysans qui travaillent ici, puis il y a ceux qui sont autour, qui sont venus, je dirais, d'une certaine manière en stage à un moment ou un autre, en tout cas, qui connaissent ce type de production, et puis 2 ou 3 fois par semaine, ils apportent eux aussi leurs légumes, et tout ça va partir pour la ville, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'on appelle les paysans. On va d'ailleurs voir les images, mais je vous écoute. Ouais, c'est ce qu'on appelle les paysans associés, ouais. C'est une quarantaine de familles
qui avaient été formés à l'agriculture biologique auparavant, avec le projet qui existait avant. Et puis donc ils ont été contents qu'on a relancé ça, parce qu'ils ont pu continuer à vendre leurs produits. Donc nous, on les aidait, eux ils produisaient chez eux, et puis nous on les aidait à apporter ça au marché. On voit ce travail. Alors, en effet, des légumes qui sont vendus au marché, qui sont vendus sur la place publique, en fait, ils sont reconnus biologiques, c'est vendu plus cher ou c'est tout pareil? Alors c'est vendu plus cher, et c'est pas reconnu dans le sens que ça n'existe pas en Népal une organisation de certification biologique. Donc ça se base tout sur la confiance. Alors regardez bien cette transition. On va quitter Gamcha avec Ram, justement le mari de Sushila, le papa de Babou dont on parlait tout à l'heure. Et puis on va petit à petit, à 10 km de là, regagner les routes goudronnées. Et non seulement les routes goudronnées, j'allais dire vos routes, Daniel, puisque vous êtes un peu responsable de ces routes, on va en parler. Mais regardez, c'est un autre monde, c'est la cohue permanente. Et c'est là en fait que vous avez vécu, travaillé, que vous aviez un bureau aussi. Votre travail pour la coopération technique, c'était de vous occuper justement des routes du Népal, celles-là et celles aussi qui vont jusqu'à la frontière tibétaine. Ça consistait en quoi, Daniel? Ça consistait principalement du conseil pour la gestion du réseau national des routes au niveau de la maintenance du réseau. Donc on avait un travail au département des routes à Katmandou où on passait à peu près la moitié de notre temps. Un travail de conseil surtout pour des questions d'organisation, de planification des travaux. Et l'autre moitié du temps, on l'a passé sur place dans les diverses régions du pays pour discuter des problèmes plus pratiques du quotidien. Alors, de jour, vous vous occupiez des routes, vous occupez des routes, et puis de nuit, ou les week-ends, ou quand vous aviez du temps, retour à la ferme, pour des raisons d'amour, et ça paraît tout à fait légitime, mais quand même, de temps en temps, la main à la pâte, on va vous retrouver quelques instants avec le cheptel, 3 vaches. 3 vaches. Et pas de taureaux, pour des raisons que vous allez expliquer. La dernière née de la dynastie. Koti Maina, tiens. Tin. Elle a 3 mois seulement. On était très contents quand elle est née de voir que c'était une fille parce que son prédécesseur était un mâle qu'on a dû malheureusement abandonner puisque les mâles ici dans les exploitations ne sont pas du tout utilisés sauf rarement dans les cas pour l'insémination. Ouais, inimaginable de consommer de la viande de bœuf ici, donc les mâles sont simplement abandonnés dans les champs ou dans les rues ou utilisés pour l'insémination. Par exemple ici on fait venir de temps en temps un taureau pour agrandir un peu l'élevage ici. Donc on a ces 3 vaches adultes qui sont en fait la grand-mère au premier plan, sa propre fille et sa petite fille, et ça c'est aussi une de ses propres filles. Et les 2 autres sont déjà enceintes dans 6 mois. La petite fille va normalement véler pour la prochaine fois et dans à peu près la même période sa mère aussi, donc ça continue. Oui, alors, le tournage a eu lieu en février, il y a eu la 4e naissance, le cheptel c'est 4 maintenant? Oui, ça s'est bien passé, on a eu de la chance. Donc c'était pas un mâle? Non. Parce que sinon, ça serait toujours 3. Ce serait toujours 3. Effectivement, c'est pas du tout envisageable de manger de la viande de bœuf, tout simplement pour des raisons religieuses. Ouais. Et donc, on préfère nettement avoir des femelles. Bon, on va voir encore une séquence qui est liée aux produits de ces vaches, c'est-à-dire le lait, la crème. Mais il est normal maintenant que je salue les 2 gruyériens qui sont là. En particulier, Michel Crebeau, qui a été notre invité pendant une semaine, qui nous a parlé de la gruyère profonde. Or, la gruyère profonde, c'est le lait, c'est la crème, c'est un certain nombre de traditions. Et je voulais simplement dire très rapidement que c'est grâce à vous, indirectement, que j'ai eu connaissance de l'existence de Daniel, puis de Sylvia. Puisque vous avez publié ensemble ce bouquin. On en a parlé à propos de l'émigration des Fribourgeois en particulier et des gruyériens au Québec. Ça s'appelle Nouveau Monde, Simple Course. Et j'étais au Québec il y a quelques mois. Je découvre ce bouquin que je ne connaissais pas chez des Suisses dans la famille Note. Et puis,
je vois les deux noms. De retour, je demande à votre éditeur les contacts. J'avais envie de vous rencontrer. On me dit, Michel Gremaud, pas de problème, voilà son adresse. L'autre, c'est pas la peine qu'on vous la donne, il habite le Népal. Elle dit, pas question, je pars dans une semaine, donnez-moi l'adresse. Et c'est comme ça que j'ai débarqué, alors qu'on partait avec Catherine Channen s'occuper de tigres et d'éléphants dans le Terrail. Voilà, donc merci d'avoir fait ce bouquin ensemble, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu vous dénicher là-bas au bout. On va revenir au lait. Le lait, donc, est produit en petite quantité. Qu'est-ce qu'il devient ? Alors, on a fait plusieurs choses. C'était un grand souci, ça, qu'on avait d'introduire de nouveaux produits à la ferme. Parce que, à mon avis, un des gros problèmes de ce qu'on appelle l'aide au développement, c'est ce sentiment de dépendance qu'on crée dans les gens. Et souvent, quand les projets partent, tout s'écroule. Donc, on avait vraiment envie d'introduire de nouveaux produits, de faire de manière que cette ferme puisse, à terme, continuer à gagner de l'argent. Et typiquement par de la valeur ajoutée. Donc on a décidé d'essayer de transformer ce lait. En partie, on le vendait tel quel. Et puis on en a fait du fromage frais et de la crème. Alors la crème, là, regardez bien Michel, vous allez voir un objet que peut-être vous connaissez, mais qui n'est pas tout à fait népalais, bien que ça se passe au Népal. Regardez, on va essayer de vous expliquer. Aux commandes, c'est Ram. Donc le papa de Babou. C'est Ram aux commandes, ouais, Ram qui s'occupe aussi de la fabrication du fromage blanc qu'on fait avec ce lait. Alors cette machine, elle n'est pas népalaise, elle est... Non, elle vient du Valais. Quand on est venu en vacances en Suisse au mois de mai l'année dernière, on s'est dit ça serait bien d'avoir une centrifugeuse pour faire de la crème avec ce bon lait. Alors on a tout simplement mis une annonce dans le journal agricole. Alors regardez, dans la grande jarre, c'est le lait écrémé. Et puis, à plus petit débit, bien sûr, à droite ou en bas, plus exactement, eh ben, c'est la crème, presque comme en gruyère. Vous connaissiez ce genre de machine, Michel ? Je connaissais ce genre de machine. Ce qui m'intéresse, c'est le goût de cette crème. Est-ce que vous l'avez goûté ? Alors, oui, je l'ai goûté, mais je ne suis pas un grand connaisseur. J'apprécie la crème de gruyère, bien sûr. Moi, je crois qu'elle est bonne, mais c'est surtout à vous qu'il faut demander. Elle est très très bonne, c'est la meilleure de Katmandou. Oui, c'est tellement la meilleure d'ailleurs que ça permet évidemment à Ramasushila de se faire un petit peu de sous en complément, puisqu'ils ont des projets de maison, de choses comme ça, et puis de famille, il faut s'occuper de Babou. Mais aussi, c'est une crème qui en particulier est vendue dans le seul restaurant français de Katmandou, qui doit donc servir à préparer des mets particuliers. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est la crème, c'est un condensé. Et toute l'histoire est un condensé. Daniel Pittet et moi, quand nous étions en Gruyère, nous ne nous parlions pas beaucoup. On est d'ailleurs de deux générations assez différentes, mais c'est au Canada, dont on a parlé tout à l'heure, que nous nous sommes rencontrés, que nous avons convenu, fait un espèce de pacte. Oui, tu seras l'illustrateur du bouquin. Ça s'est fait. Et puis, je n'ai pas pu me rendre à l'invitation de Daniel d'aller visiter le Népal chez lui, mais j'y étais allé auparavant, fasciné d'ailleurs, et je m'aperçois que on a suivi les mêmes routes quelque part, et ça m'interpelle. Oui, vous avez suivi les mêmes routes jusqu'à Locarno, moi aussi d'ailleurs, le 11 août. Mais ce qu'il faut dire à propos de ce mariage, dont on va voir quelques extraits, les extraits les plus publics, je dirais, c'est que c'est une belle histoire tout de même. Vos amis en Suisse vous ont dit quel serait le cadeau que vous voudriez pour votre mariage. Et la réponse a été, ça serait bien si on pouvait inviter à notre mariage Sushila, Ram et Babou. Alors les gens se sont cotisés, ils se sont si bien cotisés qu'il est venu passablement de monde. Effectivement, les gens étaient très généreux. On a pu partager cette fête avec 8 amis du Népal. C'était pour nous un cadeau extraordinaire. Alors, le mariage se déroulait à Locarno, à la période même du festival de Locarno. En voici quelques extraits comme une fête que nous allons suivre quasiment religieusement.
सिल्भिया दानियलको विवाह भाइ शुभकामना नाना रत्न सुवर्ण सम्झिदिनुहोस् हाम्रो शुभकामना नाना रत्न सुवर्ण सम्झिदिनुहोस् हाम्रो शुभकामना धन्यवाद थ्याङ्क यू Je vous propose que nous nous joignions aux amis, vous voulez bien, comme si c'était encore le 11 août. À la fin, il y a eu, on n'a pas de rime, mais on pourrait quelques applaudissements. Oui, en fait, ce mariage, c'est une histoire de famille, et famille au pluriel. Il y a vraiment vos deux familles. J'en profite pour saluer Louis et Angèle, les parents de Daniel. Vos parents sont à Locarno, mais j'imagine qu'ils nous entendent et qu'ils nous suivent. Et on reparlera d'eux tout à l'heure, d'ailleurs, et de votre maman. Mais je disais que c'était une histoire de famille parce que le soir, il y a eu une petite fête au Monte Verita. Et puis il y a eu un spectacle, il n'y avait pas beaucoup de lumière, on n'a pas pu le filmer. Alors on a demandé aux vedettes de cette fête, aux trois petits Armaillis, de venir se produire une nouvelle fois. Alors je vous laisse approcher de la scène et je rappelle que les trois petits Armaillis se prénomment Franck, il a 9 ans, Maxime 6 ans, Lucas 4 ans, ce sont trois neveux de Daniel Pittet. Allez-y tranquillement, ne renversez rien. Et c'est sous la direction de Patricia Pittet, votre belle-sœur, qu'ils ont composé, répété et joué, rien que pour vous, cette ode à une espèce de planète ouverte, la planète dont on parlerait tous les langages, planète que vous connaissez bien, puisque vous n'avez pas évidemment franchi ou parcouru que le Népal. Alors c'est en votre honneur, c'est à vous. Moi je sais parler toutes les langues, moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu me dis c'est enfantin, ça va changer ma vie. Les tricounis, moi qui nous vient de la gruyère, les tricounis, pour faire le tour de la terre, les spaghettis, moi qui nous vient d'Italie, les spaghettis me mettent en appétit. Moi je sais parler toutes les langues, moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu me dis c'est enfantin, ça va changer ma vie. C'est le yaourt, moi qui nous vient de Turquie, c'est le yaourt, mon dessert favori. J'ai des baskets, ça c'est un mot en anglais. J'ai des baskets pour faire des petits trajets. Moi je sais parler toutes les langues, moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu me dis c'est enfantin, ça va changer ma vie. La movida, ça c'est un mot. La movida, pour fêter mes amis, sans un roupie, moi qui nous vient du Népal, sans un roupie, je peux pas me payer du lal. Moi je sais parler toutes les langues, moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien,
Bravo à vous trois, bravo. En fait, Patricia, prenez un instant la chaise qui sera celle de Benoît Aymon tout à l'heure. J'aimerais quand même que vous me racontiez comment vous avez conçu ça. Bienvenue d'abord. Bonjour. Bonjour. Alors en fait, c'est un clin d'œil à Daniel et Sylvia. Et comme ces deux grands voyageurs, on s'est dit qu'on allait faire un tour du monde qui partait de la Gruyère, le pays des Trikounis. Et l'arrivée, c'était bien sûr le Népal. Alors voilà, puis on est passé par différents pays. En fait, les pays où Daniel a été, peut-être Sylvia a aussi été, mais je ne sais pas non plus tout le parcours de Sylvia. Donc alors, voilà. la Turquie, allez, Daniel, en quelques mots, vos tours du monde. Tour du monde, pas vraiment. Non, enfin vos incursions successives. Petits voyages au Chili, aux États-Unis, au Canada entre autres, oui. En Amérique centrale aussi, en Turquie, en Afrique, seulement au Maroc, enfin quelques voyages, rien de tellement extraordinaire. C'est pas mal quand même. Et toujours en connaissant un peu les langues, comme vous parlez le népalais, vous parlez d'autres langues. Avant surtout l'anglais en fait et l'italien, sans avoir besoin d'aller très loin. On se débrouille un peu partout avec l'anglais. Maintenant, c'est clair qu'après 2 ans de Népal, le népalais commence à rentrer dans l'oreille aussi. Et l'italien? L'italien, ça c'est une histoire vieille de 10 ans. Donc, on était voisins en fait il y a 10 ans déjà à Locarno, un peu par hasard, sans trop le savoir. Et donc en travaillant là-bas, j'avais tout simplement appris. On va revenir pour les petits Armaillis dans quelques instants dans un chalet de la Gruyère. Vous pourriez d'ailleurs nous dire s'il a été bien choisi. Mais tout de même, je remarque que dans la chanson, vous ne passez pas par le Tessin. Si? Les spaghettis. Non, l'Italie en fait. Oui, d'accord. Voilà. Bon. On pourrait continuer encore. D'accord, vous vous remettez au travail et vous revenez la semaine prochaine. Hein? Bon, oui, parce que je voulais quand même qu'on parle de vous, vos racines. Je disais que c'était une histoire de famille au pluriel. Et c'est vrai qu'il y a cette famille gruyérienne. C'est vrai aussi qu'il y a une famille tessinoise bien enracinée. On va voir quelques images. Tout d'abord, c'est le village de vos parents, de vos origines, dans le Val Maggia. On va en voir quelques images, je le disais. Et surtout, ça se terminera par la fabrication de la polenta, qui est une polenta bien particulière. Comment s'appelle la rivière? C'est la rivière Maggia. Ça, c'est la Bavona. La Bavona. Dans la vallée Maggia. Ouais. Et puis, c'est là que j'ai mes racines, effectivement. C'est dans la Val Maggia que j'ai grandi, d'ailleurs. Et puis, c'est la vallée d'origine de mes grands-parents paternels. Les seuls que j'ai connus, malheureusement. Et alors, le lendemain de votre mariage, avec vos amis népalais, vous êtes montés dans ce village pour manger la polenta. Oui, on tenait beaucoup à leur montrer cette partie-là de la Suisse qui ressemble énormément au Népal, aux montagnes népalaises. Et puis, ouais, on a eu beaucoup de plaisir à partager avec eux aussi les lieux des racines, comme on veut les appeler. Alors vous dites que ces lieux se ressemblent, mais eux ont eu l'impression qu'ils se ressemblaient aussi? Oui, quand même. La manière de construire les maisons, beaucoup d'outils qu'ils ont trouvés, qui étaient les outils de la génération passée, qui sont les mêmes qu'on retrouve chez eux. Ils auraient, en fait, ils sont repartis, les derniers sont repartis il y a à peu près une semaine, ils auraient eu envie de rester en Suisse, où en fait, ils sont très très attachés, eux aussi, à leurs racines. C'est difficile à dire. Moi, je pense qu'ils ont des racines fortes, et je pense qu'ils ont adoré le voyage en Suisse. Je soupçonne qu'il y en a entre eux qui auraient bien aimé rester. En même temps, ils ont tous de la famille là-bas, des liens très forts. Et je pense qu'ils étaient assez déchirés quand même au moment de partir. Louis, Angèle, c'est en tout cas avec Louis et d'autres, mais vous en particulier, que quelques jours plus tard, ils sont montés, et avec vous bien sûr Daniel, jusqu'à un chalet au-dessus de Bro, vous habitez Bro. Prenez le micro 30 secondes Louis s'il vous plaît, laissez-vous faire, pas trop loin de la voie, là c'est parfait. Racontez-moi un petit peu vous, quel a été le contact avec ces amis népalais, vous n'aviez pas de langue commune, comment ça s'est passé? Ils ont parfois habité chez vous, près de chez vous? Oui, ils ont dormi chez nous une semaine, je crois. Je ne vais pas dire son nom, mais c'était vraiment sympathique. C'est des gens tout à fait là, vraiment qui sont sentimentaux. C'est des gens qui ont vraiment beaucoup de sentiments. On a eu beaucoup de plaisir à les accueillir chez nous. Ils se sont bien plu chez nous, je crois, en Gruyère. Angèle, le rapport avec les femmes népalaises qui étaient là? Mais très bien. Oui. Très bien, pas compliqué, des gens très faciles à vivre et contents du peu qu'on a fait ce qu'on a pu pour eux et ils ont très apprécié les gestes qu'on a fait. Donc Louis, vous étiez de l'expédition quelques jours plus tard, monté au chalet de... Comment s'appelle-t-il ce chalet? Le chalet de la Jeune Quille, Romand. Donc c'est à quelques kilomètres de Bro, vous connaissez les tenanciers, enfin les exploitants? Les tenanciers, oui, Léonard Paquier,
C'était des gens formidables, on a été vraiment bien reçus là-haut, je crois qu'on peut le dire. On va voir quelques images, mais je pense que c'est une des premières fois qu'une expédition était partiellement en sari, parce que vous allez voir les Népalais, que ce soit pour travailler ou autre, de toute façon, pour partir, eh ben, ils sont dans leur tenue habituelle, en tout cas les femmes. Voici la ferme, je vous laisse écouter et découvrir. On a dépoussé de la Météo, ça va pas mal. Ça va, De cette gruyère, ou une image un peu passéiste, Michel? C'est pas une image passéiste, même si, parce que là, on a, je dirais, l'un des tout beaux fleurons de cette fabrication du fromage d'alpage. Le lieu, les personnes, tout est du mieux choisi. Et alors, je suis content qu'on ait amené nos amis népalais là-haut. Il y en aurait eu d'autres, mais là, non. Même s'il est sûr que ça n'est pas toute la gruyère, je le redis souvent, mais là, oui, c'était un lieu incontournable et très bien choisi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Enfin, on va entendre tout à l'heure quelques brefs extraits de leur réaction, mais en fait, dans ce lieu, ils se sont sentis sur un autre monde ou au contraire un tout petit peu chez eux? Ils étaient très très intéressés à voir ça, faut dire, parce qu'ils sont en grande partie des paysans. En plus, Ram avait appris à faire le fromage à la ferme, donc il était très intéressé de voir ça sur grande échelle. Ils ont quand même été étonnés de voir comme dans un milieu simple et rural comme chez eux. Nous, on avait tellement de machines à disposition, ça c'est vrai, ils l'ont dit. Puis il faut dire que le fromage, à cette échelle-là, c'est pas vraiment produit partout au Népal. Il y a quelques rares endroits où on le produit. Alors vous posiez tout à l'heure la question de savoir s'ils avaient apprécié la crème. Daniel, ça semble évident. Les amis népalais, on va voir. Attention à la moustache. Voilà donc ce reportage. On parlait de leur réaction. Je voudrais quand même que vous les entendiez et que vous entendiez un petit peu le népalais. C'est vous qui allez faire la traduction, mais c'est une belle langue, le népalais. Vous l'avez apprise rapidement sur le terrain. Ça a été facile, l'un et l'autre? Relativement. Au début, j'avais l'impression que ça aurait été impossible. Puis en fait, j'ai découvert que c'est une langue qu'on peut apprendre, qui n'est pas structurée de manière trop difficile. Donc j'étais en contact tout le temps avec des gens qui parlaient que le népalais, pour la plupart du temps. Donc ça m'a évidemment aidé. C'est une langue indo-européenne, donc avec les mêmes racines que les nôtres en Europe, ou pas? Oui, on ne trouve pas beaucoup de racines pour la mémoire, pour se rappeler des mots. Non, la même structure, je dirais. Mais c'est une langue avec un alphabet, avec des mots. Donc c'est pas le chinois. D'accord. Alors on va écouter leur réaction. Je leur avais demandé, pardon, la qualité du son n'est pas très bonne, mais il y a beaucoup de vent. Je leur ai demandé, à la descente de ce chalet, quelles étaient leurs impressions, non seulement du chalet, mais de la Suisse. मान्छेहरू जान्छन् नि र यहाँ मलाई अनुशासन राम्रो लाग्यो हैन अरूको कुरा के भने कामहरु सबै मेसिनहरुले काम गर्छ मान्छेले भन्दा धेरै हेर्नु. Alors, il dit la première chose c'est la discipline des gens. Et puis la deuxième chose c'est l'emploi des machines. Aujourd'hui, on a été voir comment on fabrique le fromage. Il a été très étonné là aussi dans une activité qui lui pensait voir beaucoup plus simple et artisanale. Combien de machines prennent part encore déjà pour la traite et puis la fabrication elle-même. अरू देशमा भन्दा पनि युरोपको अरू देशमा भन्दा पनि यहाँको सोलिडारिटी अनि यहाँको युनिटी चाहिँ असाध्यै सरप्राइजिङ लाग्यो मलाई. C'est la grande solidarité entre les gens, l'unité des gens qu'elle a rencontrés jusqu'à maintenant. Et puis que dans un pays tellement développé du point de vue technologique, il y a encore des paysages comme ça, comme chez eux au Népal. La première des choses qui l'a très surpris, c'est le système social.
comment tout marche, comment tout le monde suit les règles, comment tout le monde paye les assurances sociales, etc. etc. Tout simplement qu'elle trouve tout ça très bon. यसपालि मैले पहिलोपटक Première chose, c'est que les transports publics, ils partent à l'heure. Il a trouvé ça super étonnant. Et il a trouvé ça très bien aussi qu'ils partent et arrivent à l'heure. Une fois, un ferry sur le lac Majeur avec la voiture. Puis ça l'a énormément étonné aussi de voir qu'on met des voitures sur un bateau. Avec des motos et des camions et tout ce qu'il y avait dessus. Voilà, il y a eu d'autres impressions qui n'ont pas été dites au micro. Vous m'aviez dit, quand on s'est vu au Népal, ils n'étaient pas encore venus, que ce qu'ils avaient entendu dire et qui était le pire en Suisse, c'était qu'on mettait les vieux dans des maisons. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui choque les Népalais, ça, parce que chez eux, les personnes âgées sont quelque chose de précieux, ils sont dans les familles. Ce serait impensable d'abandonner, entre guillemets abandonner, mais on se comprend bien, de mettre une personne âgée seule dans un home. Donc quand ils ont su ça, que chez nous on fait comme ça, ils étaient assez troublés. Et l'autre aspect qu'ils ont trouvé difficile, c'est le taux de divorce. C'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas au Népal. Et ils ont une structure familière très solide. Donc ça les perturbe. Vous allez bientôt repartir, mais vous, Jo Boschu, vous avez rendu visite avec votre femme qui est là aussi, vous avez rendu visite. Vous, votre vision de Suisse dans ce Gamcha népalais, ça s'est passé comment ? Votre impression surtout des gens ? Nous y étions il y a à peine une année, nous sommes allés en famille avec tous les enfants, on a eu une impression merveilleuse, c'était pour nous une découverte immense puisque c'était la première fois que nous avons l'occasion de visiter un pays en voie de développement et accompagné par des guides dont vous avez pu vous rendre compte la capacité à la connaissance du pays, c'était quelque chose de bien. Maintenant, je dirais que nous en avons retiré une leçon d'humilité. Avoir, nous Européens, on a l'impression de ne pas pouvoir vivre sans nos télévisions et nos natels. Eux, avec peu de choses ou voire rien, ils arrivent à être heureux. Ils vivent de très peu de choses et ça, ce qui nous a bien sûr choqué, surtout les plus jeunes de la famille, mais une impression d'humilité, oui. Nous Européens qui avons tout et eux rien, mais quand même toujours un sourire et une capacité de partage énorme. Alors, vous repartez dans quelques jours. On va pratiquement anticiper puisqu'on va vous voir monter à pied sur les chemins du Népal à travers des images qui ne sont pas des images d'un reportage que j'ai pu réaliser. Ce sont des images faites par votre maman. On les regarde si vous le voulez bien. Et on va s'expliquer un petit peu sur ce coin de Népal puisque là, au bout du chemin, va se trouver un village lointain, un village dans lequel il y avait une école ancienne, une école en très mauvais état qui ne permettait guère d'assurer l'enseignement. Et grâce à vos parents, entre autres, mais aussi à tous les amis de vos parents au Tessin, il s'est créé un mouvement tel que vous avez pu, il y a 1 an maintenant, je crois, inaugurer une nouvelle école. Alors voilà, l'arrivée, là, ça représente 3 jours de voyage depuis Katmandou. 2 jours en voiture, 1 jour à pied, hein, et 1 jour et demi en voiture ? 1 jour en voiture et 1 jour à pied. D'accord, 2 jours au total, pardon. Voici l'ancienne école, voici le tableau noir, vous voyez comment ça se situe. Et puis, votre arrivée, alors bien sûr les casquettes Made in Switzerland, parce que sans ça, on n'est pas forcément très content. Et puis, au-delà de ces casquettes, eh bien, le fait que va s'inaugurer une école qui a dû représenter beaucoup d'argent. Oui, c'est une belle histoire. Moi, il y a 3 ans, une fois, j'avais conduit un groupe de Tessinois à travers le Népal pour un voyage qu'ils avaient demandé, eux, de faire en dehors des chemins battus par le tourisme. Et après ça, ils avaient eu tous envie de faire quelque chose pour ce pays. Ils s'étaient vraiment rendu compte de la pauvreté et des besoins qu'il y a là-bas. Donc, dans ce village qui s'appelle Soipu, il se trouve justement... Je vous interromps, vous voyez la qualité du nouveau tableau, c'est quand même autre chose. Hein. Je vous écoute. Ouais, donc dans ce village, moi j'avais un copain qui est intervenu ici, c'est Dines, ce que vous voyez là avec la casquette. Et puis lui et ses parents sont venus en Suisse. Et à cause de ce lien qu'on avait dans le village, on s'est dit pourquoi pas commencer par là. On a en effet récolté l'argent au Tessin, parmi des amis, des connaissants.
Et il y a une année, en avril 2000, on a pu inaugurer la nouvelle école. Et ça, c'est la fête qu'on a fait à l'occasion de l'inauguration. Alors là, c'est une espèce de procession où on emporte ce qui reste de meubles utilisables de l'ancienne école vers la nouvelle. Puis la fête va être très longue, j'imagine plus d'un jour. Oui, ça a duré 2 jours. D'abord, on a reçu de la Croix-Rouge beaucoup d'habits. Et puis, j'ai oublié de qui, mais on a reçu d'une organisation ces casquettes. Donc le premier jour, on a pu donner ces objets. Et il y a eu des tournois de volley et puis des jeux d'équipe pour les enfants. Et le deuxième jour, c'était le jour principal de la fête où il y a eu des danses, ce que vous voyez maintenant là. C'était une très 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 belle fête, une grande satisfaction pour nous. Et puis je rajouterais peut-être que le programme ne se limitait pas à la construction physique de l'école du bâtiment. L'idée, c'est de la soutenir aussi à terme. Donc en ce moment, il y a 7 classes là-dedans. Et seulement 2 professeurs, 2 enseignants. Donc l'organisation tessinoise, elle soutient, elle paye le salaire des 5 autres enseignants. Dans l'idée, à terme, de mettre ça dans les mains du gouvernement népalais qui devrait prendre en charge le paiement des salaires des autres professeurs. Alors vous avez bien sûr d'autres projets, on n'a plus guère le temps d'en parler maintenant, mais en tout cas on a un site internet qui est www.tsr.ch et alors sur le site précis de Zigzag Café, vous allez trouver tout ce qui a trait en particulier au compte de chèques postaux, à votre adresse email, ce qui permettra de répondre aux questions de nos téléspectateurs. Et puis, nous, on va sauter, je vous remercierai directement tout à l'heure, mais on va changer de pays un instant pour parler de ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est le grand retour de Passe-moi les jumelles. Benoît Aimant, bonjour. Vous avez déniché quelque chose du côté du Japon. On a peu de temps pour en parler, mais en un instant, un document qui est en fait le Cervin japonais. En fait, on a fait on est parti sur le Cervin pour commencer cette nouvelle formule Passe-moi les jumelles. Le Cervin, c'est un peu la tarte à la crème du tourisme en Suisse. On s'est dit, on va s'attaquer à cette tarte à la crème-là. Et on s'est rendu compte qu'autour du Cervin, il y avait toute une histoire de film. Et on est tombé sur un film japonais. Je comprenais évidemment rien de ce film japonais, si ce n'est que je comprenais Heidi. Je me suis dit, quand même, les clichés, ils vont très fort. Là, les Japonais, ils ont même appelé cette petite fille Heidi. Il se trouve que cette petite fille existe vraiment, qu'elle s'appelle vraiment Heidi. Et puis nous, on l'a retrouvée 40 ans à peu près. Alors, ça sera un des documents de Passe-moi les jumelles. Jeudi, quelle heure? C'est mercredi, pardon. À 20h05. Mercredi, 20h05. Voilà, et bien on voit ce document, puis on prendra congé après. Merci d'être venu, en fait, Benoît. On le regarde, ce Cervin particulier. Alps no yoake, ganpeki o barairo ni somete sosoritatsu Matterhorn. その気高いピラミッドのふもと、谷間の奥の静かな町がスイスバリザーアルプスの登山基地ツェルマットです。有名な観光地になった今でも昔のままの風格を保った清々しい町の佇まい。18歳のハイジーはこのうちの Ce film a été tourné par la télévision japonaise. 33 ans après, quand vous le regardez une nouvelle fois, quel effet ça vous fait? Bon, pour nous, c'était un souvenir de l'enfance, de voir toute la famille, les cousins, cousines, de nouveau, comme ça, petits. Alors moi j'ai cru que les Japonais, pour la forme, pour le cliché, vous avez appelé Heidi, mais vous vous appelez réellement Heidi. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si ils ont déjà connu l'histoire de Heidi des Alpes, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes consciente qu'avec ce film, vous êtes devenue une star au Japon, non? Je n'étais pas consciente, pas du tout. C'était trop loin pour moi. Bon. En fait, ce film a été très souvent montré au Japon. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de Japonais maintenant à Zermatt. Oui. Je me sens un peu coupable d'émotion des Japonais. Non. Coupable ou fier? Plutôt fier, non? Je sais pas. Matterhorn はいつまでもハイジーたちの頭上にそびえています。Voilà, Benoît, merci d'avoir été avec nous. Et vous, surtout, merci d'avoir été avec nous. Ça passe vite, 45 minutes. Vous avez des projets, vous repartez la semaine prochaine? On repart la semaine prochaine. Ouais. Cap sur le Népal, puis le Tibet. Vous nous revenez dans un an pour nous raconter? Peut-être dans un an à peu près. Oui, parce que vous avez beaucoup de projets et je crois qu'il faudra revenir nous en parler. D'accord? On verra. Bon, on vous souhaite bon voyage. On vous applaudit, bien sûr. Et puis je voudrais quand même vous parler de ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais à vous, bravo.
La semaine prochaine, nous partons pour la Bolivie et nous allons retrouver un personnage qui a été très très connu en Bolivie, un Suisse qui s'appelait Gilbert Favre, qui est mort il y a un peu plus de 2 ans. On l'appelait là-bas le gringo bandolero, le bandit étranger. Et c'est vrai qu'il avait un petit quelque chose du bandit. C'était une espèce d'aventurier qui aimait bien le vin, la vie. C'était un grand amoureux et un grand musicien. Et le gringo bandolero, Gilbert Favre, eh bien, il a eu des adeptes, des descendants, si bien que, et voilà 1 mois et demi, 120 musiciens, parmi lesquels une trentaine de Suisses, se sont retrouvés dans les mêmes lieux pour jouer sa musique en Bolivie. Et ils ont trouvé partout un public, un triomphe. Et grâce à cela, je dois dire que les images qu'on a rapportées de la Bolivie sont à la fois joyeuses et nostalgiques, parce qu'évidemment elles évoquent ce personnage qui a été aussi le compagnon de la plus grande des chanteuses chiliennes. On parlait du Chili tout à l'heure avec Daniel. Il a été pendant quelques années le compagnon de Violeta Parra. Et pour ceux qui connaissent Violeta Parra et sa chanson Gracias a la Vida, Gracias a la Vida, c'est une chanson qui a été dédiée par Violeta au gringo bandolero. Donc il y aura avec nous tous ses amis, il y aura des documents retrouvés en Bolivie, d'où je rentre maintenant. Et pour cela, je pense que nous pouvons nous permettre de nous retrouver lundi, avec grand plaisir, le gringo bandolero. On termine cette émission en musique. Merci à vous tous.